Alors, on va essayer, voir si on est capable de passer à la période de questions. Vous allez, s'il vous plaît. Madame, oui, c'est vrai, je vous ai dit que je vous irais vous voir en premier. Il y a madame ici qui a demandé, puis après ça, je vais aller vous voir, puis après ça, je vais aller le voir. Madame, s'il vous plaît, vous vous nommez? Denise Payet. Moi, j'avais une question. J'ai pas besoin de micro. Excellent. Je vais le venir. Est-ce que je peux avoir un autre micro, s'il vous plaît? Inquiétez-vous, j'ai pas le pancarte. Bon, je vais vous en donner un, juste pour vous. C'est bon? C'est bon. Bon, voilà. Moi, j'en ai une question. J'aimerais savoir... Attention, s'il vous plaît. Lorsque le règlement concernant le BAP a été créé, quel était le but du règlement? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait un règlement? À ma connaissance, le but du règlement, en fait, c'est que la population, s'assurer que la population est informée et consultée pour les projets, parce que plusieurs promoteurs ne consultent pas la population. Nous, Hydro-Québec, on met toujours en place une démarche de participation publique, quelle que soit la tension de la ligne, et que le projet soit soumis. Saisi ma question, excusez-moi. Je voulais savoir pourquoi est-ce que c'était pour les lignes de 315, à compter de lignes de 315. Pourquoi à compter d'une ligne de 315? Ben, Non, on va essayer de voir si elle est capable de se tricoter une réponse. Pourquoi? Non, c'est très dur, madame. Non, on s'entend, là. Et c'est pas facile pour madame ici en avant. C'est pas facile pour Ah, nous. je sais. Mais c'est pas facile, non. Non, c'est pas facile. Ceci dit, alors, on va y aller Ouais. avec une vraie question, une vraie réponse. Est-ce que vous êtes intéressé à entendre la réponse? Attention. Alors, quelle est la réponse? Pourquoi je suis pas spécialiste de la question, c'est pas moi qui ai légiféré. Ah, monsieur Environnement ici, peut-être, est spécialiste? Vous êtes en environnement, vous, monsieur? Sur la question du BAP, Non, mais quand même, vous travaillez avec ce règlement-là continuellement. Vous devez avoir une idée pourquoi je vais demander à monsieur de se présenter. Oui, je suis Jean Hébert, chargé de projet environnement sur le projet. Donc, c'est le ministère de l'Environnement, c'est le législateur à l'époque qui a déterminé qu'à partir d'une ligne à 315 carrés oui, je voulais que vous nous donniez l'explication sur le pourquoi. Il a le sentiment que les impacts sont plus importants. Impacts de ce type d'équipement-là. De type d'équipement. OK. Et donc, une ligne de 315, je suis allée voir sur votre site, et ça fait 43 mètres de large et 45 mètres de haut. C'est sur le site Hydro-Québec que j'ai eu ces informations. Et nous, les pylônes qui seront utilisés pour la construction de cette super ligne 120, les dimensions sont plus importantes que celles d'une ligne de 315. Je comprends que Hydro a dû se féliciter d'avoir trouvé une façon de contourner le BAP, n'est-ce pas? Mais je peux vous dire que nous trouvons que c'est immoral. Immoral. Parce que vous savez... Alors, c'était ma première question. Merci, madame. On va donner une chance à d'autres. Il y a madame derrière qui a demandé tantôt, puis après ça, je vais venir vous voir, monsieur. Madame qui a demandé pendant la présentation. Vous vous présentez, s'il vous plaît, madame. Merci. Je voudrais juste savoir, il y a à peu près près de 25 personnes déléguées par Hydro-Québec ce soir. Vous avez failli nous battre, mais on est solide. J'aimerais savoir... parmi les 25 personnes, ou près de 25 personnes qui sont ici, j'en ai compté 23, mais je pense qu'il y en a qui se sont ajoutés. Je voudrais savoir qui est imputable quand il ouvre la bouche, quand vous donnez de l'information. Y a-t-il quelqu'un d'imputable ici? Qu'est-ce que vous entendez, madame? Bien, y a-t-il quelqu'un qui est responsable de ce qu'il dit? Alors, on comprend. Non, moi, n'importe qui. Non, moi, ma question n'est pas personnalisée, madame. Soyez assurée que c'est pas mon propos. Ma question étant, est-ce que quelqu'un qui est imputable des propos, des informations qu'il transmet ici, que ce soit
les ingénieurs, que ce soit la personne responsable de l'environnement, que ce soit n'importe qui, là, le gars de la sécurité, je veux juste savoir s'il y a quelqu'un d'imputable envers la population de Saint-Adolphe. Y a-t-il quelqu'un qui peut être tenu responsable de quelque chose à Hydro-Québec concernant ce qui se passe chez nous? Ben, on est... Merci, madame. Je pense que vous n'avez pas de réponse. Toutes les personnes qui sont ici, C'est bon, je pense que... toutes les personnes qui Attention. Pardon? Ben, les divers spécialistes sont ici ce soir. Ils vont répondre de façon transparente. Ils sont tous imputables des réponses qu'ils vont donner. Ils sont imputables. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui... Comment on peut porter plainte sur quelqu'un qui dirait quelque chose qui est faux? On peut-tu avoir une piste? Hein? On peut dire n'importe quoi quand on travaille pour Hydro-Québec, madame. Je suis désolée. Merci. C'est triste comme ça se peut pas. On comprend votre propos. Il y a monsieur ici. Est-ce que tu peux venir, Marie-Claude, avec le micro, s'il vous plaît? Marie-Claude, il y a monsieur ici. Je vais venir vous voir, puis ensuite, il y a quelqu'un derrière. Ensuite, je vais aller vous voir. Je vais aller vous voir aussi, monsieur. Vous vous présentez, s'il vous plaît, monsieur. Bonsoir. Mon nom est Martial Fortin. Je suis un résident permanent ici à Saint-Adolphe. Ma question, et il y a peut-être, ils vont être courtes, là, mais il y a peut-être des sous-questions. Premièrement, on a évité le sujet, mais le point de départ, vous parlez d'un projet qui nous est présenté ce soir qui s'appelle Grand Brûlé, Dérivation Saint-Sauveur. C'est quoi à peu près à ce moment ici l'estimé du coût de ce projet-là? On parle de combien? Ben, on n'a jamais changé l'estimé. Okay. On parle de 2 millions environ du kilomètre. Donc, on parle de 80 à 84 millions. D'accord. Est-ce que 80-85? Est-ce que dans ce coût-là, il y a des travaux qui vont être faits au poste de Saint-Sauveur ou au poste de Sainte-Adèle? Ben, non. Non. Il n'y a pas de travaux. OK. Et j'imagine qu'il n'y a pas de travaux non plus à Sainte-Agathe parce que la ligne ne passe pas, ou votre projet, en tout cas, ne passe pas par Sainte-Agathe. Non. OK. Fait que là, vous avez un projet de 80 millions, 3 postes qui affectent les 2 MRC à partir du sud de Grand Brûlé, et il n'y a pas 1 kWh de plus pour ces 2 MRC-là. C'est assez clair? Ils l'ont dit. Non, mais quand vous Il n'y disiez la ligne... a pas 1 kilomètre, hein? Si vous ne changez pas les postes, ça veut dire qu'il n'y a pas un sou, il n'y a pas 1 kWh de plus. On fait avec ce qu'on a. Donc, c'est une ligne qui passe pour aller ailleurs. C'est juste ça que ça veut dire. C'est pas pour nous. Quand on vous dit que c'est pour... Parce que ça monte, l'électricité ici, on en consomme plus, mais c'est pas ce projet-là qui va vous amener de l'électricité. Quand on voulait un poste à Saint-Adolphe, oui. On pourrait installer des éoliennes à Saint-Adolphe puis s'auto-suffire. Ça serait moins cher que ça, puis on aurait moins de troubles. Je vais demander à M. Giroux. Merci. Je vais demander à M. On va vous apporter une précision. M. Giroux est directeur planification à Transénergie. Ça marche tout simplement, il ne faut pas y toucher. Ça fonctionne? OK. Comme par enchantement. Bon, bonsoir. Est-ce que tu peux m'amener la carte avec la zone de couverture? 68. Je vous présente cette carte pour vous montrer quelles sont les installations qui vous alimentent, les postes électriques qui vous alimentent. Donc, on voit ici, attendez que je me situe, on voit ici Saint-Adolphe. Donc, la couverture des postes qui vous alimentent, le poste Saint-Sauveur, dans la ville de Saint-Sauveur, alimente la partie sud. On voit ici la couverture complète. C'est la zone ici de cette couleur. Ce que j'ai dit, je ne pouvais pas la nommer, moi je suis daltonien, là. Donc, ici, la zone couvre le sud de Saint-Adolphe. Et on voit aussi le poste Sainte-Agathe, la zone de couverture ici de Sainte-Agathe qui couvre la partie nord de Saint-Adolphe. Toute la couverture du poste de Sainte-Agathe. Donc, les problématiques qu'on a, c'est que le poste Saint-Sauveur est en dépassement de capacité, le poste Doc-Grignon est en dépassement de capacité, et la ligne qui les alimente ici, à partir du poste La Fontaine, est aussi en dépassement de capacité. Donc, je dois absolument trouver une solution qui amène de l'énergie au centre. Sinon, je ne peux plus augmenter la charge. Je bloque complètement le développement économique de toute la grande région, incluant Saint-Adolphe. Donc, la ligne qu'on veut construire va alimenter directement le poste Saint-Sauveur qui alimente le sud de Saint-Adolphe et va permettre une alimentation de relève au poste Sainte-Agathe en urgence s'il y a un problème ici
pour alimenter la partie nord de Saint-Adolphe. Merci beaucoup. Mais vous augmentez pas rien. C'est la même électricité qu'il y a avant. Est-ce que c'est le Il n'y a même? pas d'électricité de plus. Est-ce qu'il y a de l'électricité de plus? Est-ce qu'il y a de... Ok, attention, c'est juste pour bien comprendre. Oui. Juste aussi mentionner que le projet, les besoins énergétiques concernent la grande région. Donc, le projet va aider la zone immédiate de Saint-Sauveur, la zone immédiate de Sainte-Agathe, mais en même temps, va aider toute la grande région. Donc, c'est un projet qui aide l'alimentation complète, va permettre de poursuivre le développement économique de la grande région complète. Vous ne répondez pas à la question sur les postes. Les 80 millions, les 3 postes restent pareils. Fait qu'il n'en sort pas plus qu'il en sortait avant. C'est ça. Moi, j'ai de la difficulté à comprendre. Parfait. J'ai bien saisi cette partie de la question. Ben, attendez, on y va, là. Le poste Saint-Sauveur a actuellement 3 transformateurs. Je ne peux pas en ajouter un 4e parce que la ligne n'est pas capable de l'alimenter. Donc, avec cette nouvelle ligne-là, je vais pouvoir ajouter un transformateur à Saint-Sauveur et je vais pouvoir répondre à l'accroissement de la demande dans cette zone-là. La même chose pour le poste Doc Grignon. Avec la nouvelle ligne, je vais pouvoir ajouter un transformateur au poste Doc Grignon et je vais pouvoir augmenter, je vais pouvoir répondre à l'accroissement de la demande. OK. On va aller voir. Est-ce qu'on a un horizon? Est-ce qu'on a un horizon? Quand est-ce que ces travaux-là se feraient? Est-ce que c'est immédiat ou est-ce que c'est dans... Lequel des 3 postes, il va être le plus urgent ou être le premier à devoir augmenter la capacité? Lequel des 3, d'après vous? À court terme. Quatrième transformateur, je l'avais fait en 2017. OK, on Je va vais attendre répéter, la réponse. je vais répéter, s'il vous plaît. je vais répéter. André? Je vais répéter. Le poste Saint-Sauveur est en dépassement de capacité depuis 2011. Donc, en 2017, on est déjà en projet pour augmenter un transformateur au poste Saint-Sauveur. Peut-être une précision sur, quand on dit qu'un poste est en dépassement de capacité, qu'est-ce que ça veut dire? Au poste Saint-Sauveur, j'ai 3 transformateurs. À la pointe, en hiver, si je perds un équipement actuellement, Hydro-Québec ne sera plus capable d'alimenter la clientèle. C'est pour cette raison que je dois absolument sécuriser et fiabiliser l'alimentation. C'est une question de sécurité. On ne peut pas permettre qu'en hiver, suite à un événement, nous ne soyons plus capables d'alimenter la population. Le poste Saint-Sauveur, comme je vous mentionne, depuis 2011, ça veut dire que cet hiver, si je n'ai pas d'événement au poste Saint-Sauveur, si je n'ai pas de perte de transformateur, nous allons alimenter tout le monde de façon complète. Par contre, je ne peux plus assurer la fiabilité et la sécurité de l'alimentation. Je dois absolument alimenter un transformateur, installer un 4e transformateur, mais je ne peux pas le faire parce que la ligne ici n'est pas capable d'alimenter un 4e transformateur. Je dois arriver avec une nouvelle ligne qui vienne sécuriser toute l'alimentation. Et regardez la couverture des postes, c'est des zones qui sont immenses. Un poste couvre une zone immense. Donc, c'est important. La ligne, elle ne peut pas être grossie. Elle ne peut pas s'arrêter là aussi. Elle peut pas être plus grosse, la ligne. Celle tu dis. Modifier celle-là. Est-ce que c'est possible de modifier celle qui est présente? Allez-y donc comme... Là, on peut revenir. Là, on revient sur... On a étudié une multitude de scénarios. À mesure que la charge augmente dans la région, on doit augmenter la quantité de postes. Il y a un nouveau poste qui vient s'installer au sud, ici, le poste Saint-Jérôme. Il y a 2 nouveaux postes qui vont venir s'installer, Chersey, le poste Lachigan. Il y a un nombre maximum de postes que je peux me permettre de conserver sur une seule et même ligne. Quand on regarde la couverture des postes, lorsque j'ai 3 postes sur une ligne, vous pouvez imaginer que si, prenez la couverture de ces 3 postes-là, si j'ai un événement où je perds une ligne et je perds l'alimentation de 3 postes, c'est une zone immense. Et on se doit, pour assurer toujours, je reviens avec la question de fiabilité et sécurité, on ne veut pas avoir 3, 4, 5, 6 postes sur une ligne parce que lorsqu'on a un événement sur un pylône, on perdrait une trop grande zone. Donc, à mesure que des postes s'installent, je dois installer une nouvelle ligne. Il ne faut pas oublier que dans les 30 dernières années, il n'y a pas de nouvelles lignes qui se sont installées entre Saint-Jérôme et au sud de Mont-Tremblant. De nouveaux postes s'installent
je dois maintenant additionner une nouvelle ligne pour conserver un maximum de 3 postes par ligne. Il y a monsieur ici. Monsieur avait une question, Constance. OK, attendez. Constance, monsieur avait une question depuis, tu l'as identifié il y a longtemps. Monsieur ici. Oui, merci. Excusez-moi. Monsieur, je vous ai identifié tantôt. Oui. Je vois madame, je vois monsieur ici à ma gauche. Je vois monsieur, je vous vois tous. Oui. Vos explications semblent peut-être logiques. Mon nom est Daniel Seguin, résident permanent à Saint-Adolphe. En passant l'acceptabilité de la population, vous devez avoir un petit image là, de comment ça se passe. C'est pas accepté. C'est pas juste le comité aviseur. Moi, je trouve que là-dessus, vous nous faites une demi-vérité, puis donc un demi-mensonge, parce qu'en réalité, ce que vous nous fournissez comme accroissement de population, ça a l'air être beaucoup plus que dans le restant du Québec, mais en réalité, c'est Mirabel qui va croître. C'est la ville qui va le plus croître au Québec. Et comment est-ce que Mirabel va être fait? Par le poste de La Fontaine. Étrangement, c'est le poste de La Fontaine qui nous fait. Ça se peut-tu que vous preniez notre jus pour le donner à Mirabel, puis vous nous passez la balafre d'en face pour ça? Parce que vous ne trouvez pas une autre solution qui est un petit peu plus raisonnable pour le milieu, comme vous pourriez peut-être aller fider Mirabel en passant par la 735, puis flasher à gauche à la 50, puis c'est toutes des zones qui sont déjà déboisées, c'est déjà des emprises. Là, vous nous passez ça d'en face parce que vous croyez que vous nous avez en otage. C'est carrément ça. Et puis, je pense que vous êtes capable d'arriver avec une solution qui est plus intelligente que ça, parce que là, ce que vous faites du dumping sur nous autres. C'est ça que vous faites. Puis oui, on veut un BAP. Oui, un BAP. Merci, monsieur. Il y a madame juste devant, on va aller la voir, puis ensuite je vais aller... Jean-Pierre va répondre. Jean-Pierre, vous voulez répondre? On a une réponse. Pour ce qui est de l'accroissement, c'est vraiment généralisé. C'est pas, on part d'en haut. Le poste Grand Brûlé, là, ici, là, j'en ai pas parlé, lui, actuellement sur Grand Brûlé, on... C'est brûlé. Oups. Actuellement, sur le poste du Grand Brûlé, on a le poste Sainte-Agathe, Saint-Donat, on a le poste Mont-Tremblant, on a le poste Joly, on a le poste Ouimet que j'ai passé. Ensuite, on en a 3 autres un peu plus haut. L'accroissement de charge de ces postes-là continue. Le poste du Grand Brûlé, à partir de 2016, il arrive en dépassement de capacité. On a de l'accroissement au nord. On a installé le poste Mont-Tremblant, on l'a mis en service en 2009, 2008, et l'accroissement continue. Vous avez parlé tout à l'heure de Mirabel. Mirabel, on installe un nouveau poste Blainville qui va desservir toute la partie sud de Mirabel. Donc, une nouvelle ligne 315 kV. On traverse l'autoroute, on y est en construction. Quand vous passez sur la 15, là, vous le voyez. Donc, on a installé le poste Blainville. Le poste Saint-Lin qui a été mis en service en 2008. On met un poste ici à Saint-Sauveur. Donc, il y a beaucoup d'activités dans la zone. Et nos prévisions, elles sont vérifiées aussi avec les plans de développement des municipalités. Donc, on a un historique de la croissance des 15-20 dernières années. On a regardé ce qu'on a prévu, on a regardé ce qui s'est passé, puis là, on ajuste nos prévisions. Et on est capable de voir sur 15 ans ce qui va se passer. Et on doit absolument agir, on doit amener de l'énergie ici. Toujours le même but, fiabilité, sécurité de l'alimentation. Pourquoi pas faire un poste entre Chénier et Grand Brûlé? Sur la ligne de 735. Est-ce que c'est faisable? Là, on parle ici, la question, c'est de faire un nouveau poste source dans ce coin-ci. Bon. Mais je reviens avec la problématique qu'on avait à résoudre au départ. Je devais absolument amener de l'énergie ici. Donc, peu importe la solution, ça me prend une ligne qui vienne ici. Et installer un poste, c'est une solution qui est possible, mais ça ne règle pas mon problème. Je dois amener de l'énergie ici. C'est bon. Merci. Alors, il y a madame qui est juste ici. Oui, allez-y donc, monsieur. Excellent. Allez-y, monsieur. Je vous donne la parole. Madame, vous êtes certaine? Il n'y a pas de problème. Allez. Et vous vous présentez, s'il vous plaît, monsieur. Ah, oui, il n'y a pas de problème. Non, avez-vous vu? Moi, mon nom, c'est Michel Awassin. Je reste sur le chemin
en fait, sur la bordure du lac Beauchamp, où que de ma galerie, je vais voir tous les pylônes passer en avant de l'autre bord de la montagne. Parce que vous faites ça sur le top de la montagne. Et je comprends parce que l'hélicoptère, il faut qu'elle surveille les lignes. On l'a vu beaucoup. Ça, je suis d'accord avec ça. Maintenant, vous faites, dites-moi si je me trompe, là. Vous allez installer des pylônes de 315 kV, mais vous mettez un filage de 120 kV. Est-ce que je comprends ça? Vous vous trompez. Je me trompe. Alors, Oui. expliquez-moi. Nous allons concevoir... C'est ça dans le passé, par exemple. Oui. Ouais. Attention, OK. On va avoir une information. Bougez pas. On va avoir une information. Nous allons développer un nouveau pylône qui peut être utilisé seulement à 120 000 volts. Donc, les pylônes qui vont être installés dans votre projet, c'est seulement pour 120 kW. Ce sont des pylônes qui peuvent être utilisés à 120 000 volts et moins. OK. Ça veut dire que jamais vous allez être capable de mettre du 315 000 volts là-dessus. Sur cette ligne-là, non. Je vais demander à M. Bérubé, sur ces pylônes-là... Attention. Ce que je voudrais juste vous demander, par exemple, c'est est-ce que l'imputabilité de tantôt que Mme parlait, je l'ai là-dessus, là? Parce que je vais être bien clair, là. Je vais demander à M. Bérubé, qui est chef conception en ligne, de venir répondre à votre question. OK. Bonjour, monsieur. Bonjour. Avec le nouveau pylône, c'est vraiment impossible d'exploiter cette ligne-là à 315 000 volts. Je suis ingénieur, je mets mon nom là-dessus, il y a un ordre. Si jamais ça change, sans changer les pylônes et reconstruire la ligne, je suis responsable. OK. Et le déboisement que vous faites, est-ce que vous le faites en raison du 120 ou du 315? On le fait en raison du 120 000 volts. Donc, tout ce qui est bâti et pour le 120, ça s'arrête là. Exactement, à part 5 ou 6 pylônes à quelques endroits où on a besoin de tourner des angles supplémentaires, ou vu que ces pylônes-là sont très ponctuels, puisque c'est un très faible pourcentage, il y aurait 5 ou 6 pylônes qui seraient des pylônes qu'on pourrait utiliser à 315 000 volts, mais c'est vraiment pour tourner des angles très agressifs à 90 degrés. Ils sont situés où? Bon, on peut regarder la carte, je peux vous montrer à quel endroit ils pourraient être situés. Et est-ce que ces pylônes-là que vous allez utiliser sont aussi imposants que les pylônes de 315 là, qu'on voit sur votre site? Les 5 ou 6 pylônes? Non, pas les 5 ou 6. Toutes les autres pylônes? Oui. Non, les autres pylônes, c'est la nouvelle conception qui vous a été présentée tout à l'heure. Mesure combien? 47. Pour le moment, avec le positionnement des pylônes qu'on a en ce moment, on aurait une hauteur moyenne de 48 mètres. Et vos 315 sur le site Hydro-Québec ont une hauteur de 45 mètres. Excusez-moi, vous n'étiez pas au courant. Non, écoutez, ça va me faire plaisir de vous répondre à ce moment-ci. La hauteur du pylône, c'est relié grandement à la distance entre deux pylônes, puis à la distance par rapport au sol. Donc, pour utiliser un pylône de 315 000 volts, puis le conserver avec une hauteur plus faible, bien, on peut rapprocher les structures. C'est ce qu'on tente de faire pour optimiser ce projet-ci, en utilisant la topographie et puis en l'approchant. Donc, la hauteur moyenne qui a été présentée à 45 mètres pour un pylône de 315 000 volts découle du fait que la distance entre les pylônes peut varier. Je ne sais pas d'où provient cette hauteur-là. Je sais qu'il est sur notre lettre. Je ne sais pas basé sur quel projet il a été fait. Malheureusement, je ne peux pas vous donner plus d'informations sur ça. J'aimerais le faire, mais je ne peux le faire. De 315. Et le déboisement est de, vous en souvenez-vous? C'était peut-être 42 mètres. Non, 43. OK. C'était pas mal proche, quand même. Et c'est sur ce type de pylône-là que le règlement est passé, que ça nécessitait un bac au risque de me répéter, parce que En 1982. Et au départ, les pylônes qu'on voulait utiliser avaient peut-être, j'ai-tu entendu ça quelque part, moi, trop d'ADN de 315? Il me semble que j'ai déjà entendu ça. Est-ce que vous pouvez nous aider sur la hauteur, la grandeur des pylônes, s'il vous plaît? Bien, pour la hauteur, comme j'ai dit, ça dépend dans quel projet ça a été basé, sur la hauteur du pylône. Donc, la description d'un pylône de 315 selon le nous avons beaucoup de familles de pylônes de 315, beaucoup de configurations. Malheureusement, je ne suis pas au fait de ce document-là. Mais, comme je vous ai dit, un pylône de 315 aurait pu être positionné comme ça, dépendamment de l'espacement entre les deux conducteurs, mais ça ne fait pas que la hauteur totale du pylône ne fait pas son exploitabilité. Non, mais ces pylônes-là, la hauteur dont je viens de vous parler et la largeur de l'emprise que je viens de vous donner, ça nécessitait un bac
J'ai bien entendu. Bon, parfait. Maintenant, il faut juste le comprendre. Merci. Non, mais je n'ai pas fini. Juste pour conclure. Ah, vous êtes encore là? Non, mais juste pour conclure, parce qu'on parle des mêmes affaires. Les pylônes, tantôt, vous m'avez dit que vous étiez, vous garantissiez ça, que vous étiez prête, tout ça. Mon autre question par rapport à ça, c'est quand les pylônes vont être installés, est-ce que c'est possible de changer quelques affaires, ces pylônes, puis vous pouvez mettre une 315 kV? Non, c'est tout à fait impossible. On les rapproche. Regardez, je vais vous les montrer. Je vais juste... Est-ce qu'on peut revenir avec l'ancien pylône versus le nouveau? Puis je vais montrer la nuance entre les deux. Oui, il y a 5-6 pylônes dans le projet. On n'oublie pas, on va revenir là-dessus. On va essayer de les dépositionner. Oui. OK, on va aller là, puis on n'oubliera pas, on va retourner à cette réponse-là après. OK, allons-y. Lorsqu'on regarde, ça, c'est tous des pylônes qui peuvent être compatibles, qui peuvent être exploités à 315 000 volts. Comme vous voyez, il y en a quand même une grande variété. Et moins, effectivement. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on conçoit un pylône? Au niveau de la tête du pylône, si on regarde la distance entre les câbles et une partie métallique de la structure, puis on regarde la même chose au niveau de 120 000 volts, on regarde qu'il y a une grande différence. Puis là, cette différence-là vient du niveau de tension. De plus, la distance entre les conducteurs aussi vient affecter cette chose. La troisième clé qui fait qu'une ligne peut être exploitée ou non à 315 000 volts, c'est la distance entre le conducteur lorsqu'il est installé à son point le plus près du sol. Une ligne 120 000 volts possède une distance plus près du sol, une distance par rapport au sol qui est inférieure à celle d'une 315 000 volts. Donc, une fois que ma ligne est construite, que mes câbles sont installés, la distance par rapport au sol me contraint, puis en fait c'est la hauteur de mon pylône, me contraint à ne pas pouvoir exploiter plus à défaut d'avoir une distance sécuritaire avec le sol. Donc pour cette raison, même si j'utilise un pylône de 315 000 volts, comme il était prévu initialement, mais je l'installe plus bas pour pouvoir l'exploiter à 120 000 volts, c'est-à-dire être ma distance minimale avec le sol est toujours celle d'une 120 000 volts. Il m'est impossible d'augmenter la tension parce qu'à ce point-là, l'endroit près du sol, ça ne serait pas sécuritaire. Excusez-moi, vous avez dit, comme prévu initialement, au départ, c'était des pylônes de 315? Le pylône qui avait été présenté était un pylône avec une tête de 315. Okay. Pourquoi l'avez-vous modifié? On a fait une nouvelle conception complète pour ce projet-ci. Madame Gosselin, voulez-vous rajouter quelque chose? En fait, il faut que vous sachiez qu'on a 33 000 km de lignes au Québec. Donc, on a un catalogue avec de nombreux pylônes existants. Quand on débute un projet, on regarde le pylône le plus approprié pour satisfaire les besoins qu'on a. Donc, ici, on avait une topographie très accidentée. On avait besoin de pylônes qui étaient capables de supporter des charges de verglas. Comme vous savez, la ligne va avoir 12 conducteurs. Donc, on parle de 45 mm de verglas sur 12 conducteurs. Donc, c'est pour ça qu'on avait choisi un pylône très robuste. Puis, qui aurait été, comme M. Bérubé vient de l'expliquer, installé avec des conducteurs qui auraient eu un dégagement de 6 mètres avec le sol. Donc, un dégagement minimum qui ne satisfait que pour 120 000 volts. C'est ce qui avait été prévu. On a ensuite décidé, comme je vous l'ai dit, de reporter le projet et de concevoir un nouveau pylône pour prendre en compte les préoccupations locales et diminuer les impacts visuels. Est-ce qu'on peut retourner sur les 5-6? C'était la question qui a été posée tantôt. Alors, Madame, je vous reviens là sur... On a dit qu'il y en avait 5-6 qui étaient à 315, puis on voulait savoir où ils sont. Est-ce que c'est possible de... Bon, on va mettre le tracé, puis je vais tenter de les situer. On n'a pas de tracé au complet. Oui, c'est ça. Moi, j'essaie d'aller. Merci. Okay. Attention, s'il vous plaît. OK. Donc, malheureusement, l'ingénieur qui s'occupe de ce projet-là, pas malheureusement, il est ici. Ça, je pense que Sidou, tu pourrais-tu juste venir positionner au mieux de ta connaissance les pylônes qui seraient utilisés? Les pylônes de 315, hein? Oui, quelques pylônes de 315 qui seraient utilisés. Voilà. C'est quand il y a des virages. À partir de combien on passe au bas? Ça prend combien de pylônes de
Est-ce que c'est le pylône qui décide? Pour avoir un BAP, il faudrait que... Attention. Voilà. Est-ce que c'est pas le pylône qui détermine le BAP, si j'ai compris? Bonsoir tout le monde. OK, attention. Allons-y, on va essayer de voir où est-ce qu'ils sont, les 4-5, pour répondre à votre question, madame. Bonsoir tout le monde. Mon nom, c'est Seydou Sangré. Je suis un ingénieur concepteur, puis je m'occupe du projet Grand Bureau Saint-Sauveur. Parlez moins vite, monsieur. Okay. Les pylônes à 90 degrés, tantôt, qui viennent d'être mentionnés, sont vraiment localisés ici, à la sortie de poste Grand Brûlé, à cause qu'on fait des angles assez prononcés. Donc, on part d'ici, de ce point-là, lui, ici, puis là, plus loin ici, et le dernier pylône est situé là. Mais ça, c'est on parle des angles. Seulement un pylône à chaque angle. C'est un à l'angle. Entre, c'est pas ça. Ici, l'angle est moins de 90 degrés. Donc, je peux utiliser un pylône. OK, attention. OK. Non, parce que je n'ai pas des angles plus grands que, disons, plus grands que 90. Okay. C'est quoi? Donc, ce qui se passe dans la section de Saint-Adolphe, il n'y a pas d'angle de ligne assez prononcé. C'est bon, merci, oui. OK. C'est bon, il y a monsieur va venir vous voir, puis après ça... excusez, madame, puis après monsieur. Madame, allez-y, tout de suite. Merci. Présentez-vous, madame, s'il vous plaît. Non, je n'oublie pas monsieur. Oui, merci. Bonjour. Alors, moi, je suis Sarah Perrault. C'est moi qui... Attendez, le meilleur est à venir. Attendez, parce que... Attendez, c'est pas fini. Bon, alors, pour ce qui est de l'imputabilité, pour répondre à la question, moi, j'ai participé au comité technique régional à partir du mois de mai, début juin. Donc, toutes les dernières rencontres, c'est moi qui étais là. Sur le comité aviseur, je me suis beaucoup intéressée aux questions environnementales et paysagères aussi. Là. Pour ce qui est de l'imputabilité, effectivement, il n'y a aucun organisme auprès duquel on peut porter plainte. Les seuls organismes, c'est, par exemple, le syndic de l'Ordre des ingénieurs du Québec. On s'est déjà renseigné. Et le simple fait que des ingénieurs aient tenté de passer une ligne qui utilisait des pylônes de 315 avec un déboisement de 315 sans en aviser le gouvernement, sans en aviser les élus, sans en aviser la population, fait en sorte que les ingénieurs qui ont travaillé sur le dossier sont en infraction au code de déontologie. Donc, leur code de déontologie leur dit qu'ils doivent protéger la population et protéger l'environnement. Et clairement, après discussion, on pourrait, tous ensemble, porter plainte au bureau du syndic de l'Ordre des ingénieurs contre tous les ingénieurs sur ce projet-là. Donc, je vous le dis, ça peut être une démarche à faire. Au sein du comité technique régional, je l'ai dit samedi dernier, je le répète, ce tracé-là n'a jamais été recommandé par le comité technique régional. Le comité technique régional a demandé à voir un tracé optimisé du tracé A. Il n'y avait pas consensus en juin. Moi, je me suis opposée. J'ai demandé à ce compte-là qu'on présente une optimisation sur tous les tracés. On a refusé de le faire. Les gens ont refusé majoritairement parce qu'ils disaient les inventaires ne sont pas faits pour Sainte-Agathe. Il va y avoir des coûts supplémentaires comme si Hydro-Québec n'était pas capable d'assumer ces coûts-là. C'est la raison principale pour laquelle ça a été demandé, comme le dit Mme Gosselin, c'est la question des déplacements de bâtiments. Là, moi, j'ai appris des choses ce soir. Je suis un petit peu surprise parce que pour ce qui est de Sainte-Agathe, on ne parlait pas de 20 bâtiments, on parlait de 14 bâtiments, les données qui nous ont été transmises, et ça incluait des garages. Donc, il n'y a pas de données exactes là-dessus, mais c'est ça. L'autre chose, par contre, qui est extrêmement, je vous dirais, troublante, l'autre chose, je vous le dis tout de suite, là, moi, j'ai demandé à consulter les études et rapports en lien avec ce dossier-là. On a refusé. Donc, le comité technique régional n'a consulté aucune étude, aucun rapport en lien avec ce dossier-là qui a été produit pour ou par Hydro-Québec.
Il y a eu les données qui ont été utilisées sont les données de la CRE, du CRE, donc les données régionales. Là. Mais c'est tout. Et ça m'a été refusé. J'ai demandé à consulter l'étude de caractérisation des paysages parce que la municipalité ne reconnaît pas la validité de la carte des paysages qui a été élaborée par WSP. Alors, ça veut donc dire qu'Hydro-Québec a élaboré ce tracé-là sur la base d'une carte qui est erronée et qui donne un portrait biaisé des impacts réels du projet sur le plan paysager. Ce n'est pas un détail là, que la carte soit inexacte, c'est vraiment très important parce que ça permet de savoir quels impacts visuels, sur quels impacts sur le plan paysager ce projet-là risque d'avoir. Alors, ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part. La contestation de cette carte-là repose sur une étude très solide, très solide, qui a été réalisée par la personne qui, au Québec, détient sans doute l'expertise la plus grande en matière paysagère et qui maîtrise, je vous dirais, à la perfection l'outil paysage utilisé par Hydro-Québec et dont M. Hébert m'avait d'ailleurs dit par courriel que c'était une étude, une méthode qui était fiable et reconnue. Donc voilà, alors on a un tracé qui est basé sur une carte erronée, d'une part. Et ce qui est inquiétant un peu aussi, moi, ce qui m'a un petit peu insécurisé, c'est de savoir que l'équipe qui a fait la carte, c'est la même équipe qui a fait les simulations visuelles. Alors, est-ce qu'on s'est trompé aussi sur les simulations? Je ne sais pas. Et finalement, par rapport aux données qui avaient été transmises, concernant les déplacements de bâtiments, j'ai demandé... pour le tracé, le fameux tracé C plus au sud, on parle, là, j'apprends que ça va jusqu'à 10 bâtiments. Moi, les données qui nous ont été transmises au comité technique régional, c'est de 1 à 5 bâtiments. Par contre, ce qui m'a un petit peu dérangé, avait dérangé également l'urbaniste, c'est qu'en 2013, quand ce tracé-là a été présenté, il n'y a jamais été question de déplacement de bâtiments. Alors, ces déplacements de bâtiments-là sont arrivés... en cours de route. J'ai demandé, moi, M. Hébert, le 4 septembre, je vous ai posé la question. J'ai dit, je vous ai demandé, au comité technique régional, comment se fait-il que là, il y a des déplacements de bâtiments alors qu'il n'y en avait pas de prévu auparavant? Vous ne m'avez rien répondu. Je suis revenue à la charge le 15 octobre. Vous m'avez répondu, ça figure dans le tableau comparatif des tracés. Et on disait quand on faisait nos présentations en 2013. Alors là, monsieur... Hébert, ça, c'est le tableau comparatif des tracés. Il n'y a rien là-dedans qui indique qu'il y a des déplacements de bâtiments prévus pour le tracé C. Absolument rien. Je suis allée écouter l'enregistrement de la rencontre de l'an dernier, qui a été faite au moment où vous avez présenté le projet. Je suis allée réécouter des enregistrements d'autres rencontres qui ont eu lieu à la municipalité, table de travail. Je suis allée lire tous les comptes rendus détaillés. J'ai appelé les gens que vous avez rencontrés dès 2012. J'ai parlé avec l'ancien maire Gravel. Il n'y a personne qui m'a dit qu'il y avait des déplacements de bâtiments annoncés sur le tracé. Alors, la conclusion à laquelle j'en suis venue, M. Hébert, c'est que vous avez menti aux membres du comité technique régional. Attention à ce que vous dites, madame. Attention à ce que vous dites. Alors, je ne dirai pas ça. Donc, on nous a transmises au comité technique régional, alors que c'était une donnée extrêmement importante, puisque c'était essentiellement sur la base des déplacements de bâtiments que les gens demandaient à voir le tracé optimisé. Vous nous avez donné une information erronée. Merci. Là, ça m'a rappelé étrangement... Attendez, je n'ai pas fini. En 2013, on a eu une rencontre. Non, mais... En 2013, on a eu une rencontre, une table de travail. Ça a fini sur les ondes de Radio-Canada. Tout le Québec l'a entendu. Quand on a découvert que c'était des pylônes de 315, vous alliez utiliser, le chef de projet nous a dit, on l'a toujours dit, on le disait quand on faisait nos présentations. Marc-Claude Vachon, vous êtes ici, Mme Vachon? Vous aussi, vous avez renchéri. Hein, Mme Vachon, vous avez renchéri par-dessus le chef de projet à l'époque, M. Richard. Vous avez dit oui, on le disait quand on faisait nos présentations.
Ça n'avait jamais été dit. Ça figure dans aucun document. Sur les enregistrements des présentations, jamais on vous entend dire ça. J'ai demandé, j'ai dit, est-ce que c'est la première fois que vous allez utiliser ça, cette méthode-là, d'utiliser des pylônes de 315 pour passer une ligne de 120? Vous m'avez dit oui. Monsieur Giroux aussi, vous m'avez dit oui. Qu'est-ce qu'on a appris après ça? 2 mois plus tard, ça avait été utilisé 4 fois. Alors, ce projet-là, je dirais, c'est développé à travers une certaine tromperie. Et moi, en tant que membre du comité d'experts qui s'est penché sur ça, de découvrir qu'on m'a transmis des informations erronées qui ont amené les gens à demander à voir ce tracé-là, je trouve ça épouvantable. Épouvantable. Merci beaucoup. Je voudrais juste ajouter une dernière chose. Je pense que quand il se passe des choses comme ça, vous savez, il y a eu un vote secret qui s'est tenu au sein de ce comité-là en juin, qui a amené à la proposition de demander un tracé optimisé du tracé A. Ce vote-là secret s'est tenu alors qu'il y avait des gens qui demandaient encore des informations. On attendait encore des réponses au Québec. Moi, je me suis abstenue avec 3 autres personnes parce que j'ai dit, écoutez, on ne peut pas voter comme ça alors qu'il nous manque des informations. Il y a 7 personnes, imaginez là. Tout ça s'est joué avec 7 personnes qui se sont prononcées. Et tout ça, après ça, s'est mis à débouler et s'est allé vers une proposition d'un tracé. Quelques mois plus tard, on a reparlé de ça parce que moi, ça avait créé un inconfort terrible. Ça a fini avec une lettre dont les gens ont été choqués parce qu'on remettait en question. Mais croyez-le ou non, couple de mois plus tard, quand on a reparlé, il y a quelqu'un qui a dit par rapport à ce vote secret-là, quelqu'un qui était assis là, autour de la table, là, qui a dit, moi, je me suis senti comme quand on va voter aux élections sans avoir écouté la télé ni la radio. Alors moi, un jour, quand il y aura un pylône là, près de Saint-Adolphe, c'est ça que je vais faire écrire dessus. Je me suis senti comme quand on va voter aux élections sans avoir écouté la télé ni la radio. Et c'est comme ça qu'Hydro a réussi à faire passer une ligne à travers Saint-Adolphe. Merci. Je donne la parole à des gens qui parlent pour la première fois. Alors, il y a un monsieur ici qui parle pour la première fois. Je vais aller vous voir après. Est-ce que vous voulez répondre? Ben, si vous voulez répondre, c'est une longue réponse. Est-ce que vous voulez répondre? On va essayer, Mme Gosselin. Peut-être juste, quand vous dites, Mme Perrault, qu'on a dit tout à l'heure 10 bâtiments déplacés en axe sud, j'ai pas dit ça. On a dit 3 à 5. Ce sont des données qu'on peut voir sur Google Earth. Puis je pense que quand vous accusez l'équipe de ne pas avoir su qu'il y avait 4 lignes déjà construites avec des pylônes 315, des lignes exploitées à 120, c'est ce que je comprends que vous dites, ça se peut qu'il était juste pas au courant puis qu'il ait répondu en toute honnêteté. On fait 200 projets par année sur l'ensemble du Québec. C'est pas... Attention. C'est pas nécessairement... Je veux juste qu'on arrête de traiter les gens de menteurs. Merci beaucoup. Monsieur, s'il vous plaît, je donne la parole à monsieur. Et je donne la parole aux gens qui parlent pour la première fois en priorité.